Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Racine du Raccord qui vient nous présenter le plan d'action interministériel en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la crise d'adolescence. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous présente sa chronique sur l'éco-anxiété. Bienvenue à Folie douce. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Jérémy Racine. Bonjour Jérémy. Salut. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Tu es du Raccord en santé mentale. D'abord, explique-nous donc le rôle que tu joues au Raccord, qui est un organisme qui existe depuis longtemps. Oui, en fait, moi, je suis agent de liaison mobilisation. Mon rôle, en gros, c'est de participer, entre autres, aux concertations sur l'île de Montréal, prendre le pouls du terrain, puis en conséquence, de savoir aussi comment ça va avec nos organismes membres. Ouais. Fait que moi, derrière ça, dans le fond, ce que je vais faire après ça, c'est, je sais pas moi, créer une formation si jamais on a des problèmes, mettons dans les RH, ou justement pouvoir prendre le pouls, aller chercher qu'est-ce qui se passe, pouvoir faire le lien entre tout le monde, répondre à leurs questions. Là. Parce que le Raccord, on le rappelle, parce qu'on va parler, tout après avoir fait les présentations, on va parler du plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, qui est une nouvelle bébite, si on veut. Là. En tout cas, on va décortiquer tout ça, mais le Raccord en santé mentale existe depuis longtemps. Comment tu peux nous présenter aux auditeurs, justement, ce que c'est? Le Raccord en santé mentale, on est un regroupement présentement de 98 organismes en santé mentale sur l'île de Montréal. On a vraiment une vocation montréalaise, il faut vraiment le dire. Puis, dans le fond, nous autres, ce qu'on va faire, c'est... on est un peu l'intermédiaire, dans le fond, entre les organismes et le gouvernement ou d'autres instances plutôt nationales. Nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est plusieurs trucs, là, des offres de formation, tant pour nos organismes. On veut faire de la sensibilisation au niveau du grand public, au niveau du gouvernement. On s'implique beaucoup sur des concertations tant nationales que plus localisées, dans le fond, à Montréal. Vous pouvez être appelé à vous prononcer, c'est ça, oui. Le gouvernement ou les différentes instances vont des fois vous approcher parce que vous avez le pouls des organismes. C'est vraiment ce qui est le fun, dans le fond, d'un regroupement comme le nôtre, c'est qu'en ayant 98 organismes, ça nous donne vraiment une voix qui est vraiment le fun, puis qui a une pluralité. Ouais. Je pense entre autres à l'automne 2021, là, on a fait des concertations justement de nos membres sur tout ce qui était l'enjeu de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Puis à ce moment-là, ça nous a vraiment permis de pouvoir prendre le pouls justement sur toute la pluralité d'opinions qui peut en ressortir. Puis à ce moment-là, nous autres, après ça, quand il vient le temps de les représenter, ça nous permet justement d'avoir une meilleure vision globale des tendances ou de savoir un peu comment ça se divise là, parmi nos membres. Il y avait peut-être l'enjeu de santé mentale à cette époque-là, parce que vous êtes vraiment relié par ce thème-là spécialement. Exactement. Mais effectivement, ça causait des fois toutes sortes d'interrogations. Là. Énorme d'ailleurs. Ouais. Ça a été un sacré dossier en fait qu'on a fait en 2021. Là, ça a été, dans le fond, pour le résumer, grosso modo, là, le gouvernement voulait élargir l'aide médicale à mourir, l'accès à l'aide médicale à mourir, et donc, en vue de la cause de Truchon-Gladu, là, qu'il y a eu là, quelques années, ça l'ouvrait le discours aussi à ceux qui souffraient de problèmes de santé mentale. Donc, un peu dans cette optique-là, on voulait aussi savoir qu'est-ce que nos membres en pensaient, puis comment est-ce que nous-mêmes, on allait s'enligner. Au final, on ne prendra pas de position. C'est sûr que ça en avait conclu. Ça a été très intéressant de voir. C'est pas facile comme question, c'est quand même... Il y a beaucoup d'interrogations. C'est trop touchy. Mais c'est intéressant. Mais donc, on comprend bien ce que le Raccord fait. Maintenant, on parle du plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. C'est un plan d'action qui a toujours existé, c'est par cycle. Puis je pense que cette fois-ci, il y a le côté interministériel qui a été ajouté, si je ne m'abuse. Oui. Peux-tu nous parler ça ressemble à quoi, ce plan-là, 2022-2026? Ce plan-là, dans le fond, a comme 7 grands axes. Là. Grosso modo, pour les résumer rapidement, là, le premier, ça serait au niveau de la promotion de la santé mentale puis la prévention des troubles. Après ça, eux autres, justement là-dedans, vont faire, mettons, de la communication grand public. Ils ont plusieurs autres actions qu'ils vont poser. À la deuxième, ça serait de prévenir des services pour prévenir et intervenir en situation de crise. Donc, un peu, c'est comme dans cet axe-là aussi qui vont bonifier pour les centres de crise, dans le fond, et qui vont aussi mettre sur pied les 2 nouveaux centres de crise qui étaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Estrie. L'axe 3, c'est vraiment le partenariat avec les organismes communautaires. On va en revenir peut-être un peu plus tard, mais dans cet axe-là, c'est là où on annonce justement 75 millions sur 5 ans aux organismes communautaires, donc une bonification de 15 millions par année au niveau du PSOC. Une demande qui était, ça a toujours existé, là, la demande d'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, mais
j'imagine, en tout cas, on verra vos impressions tantôt, mais ça ne nuit jamais, là, un peu plus d'argent pour les organismes. Définitivement. Tout le monde en a besoin. Mais reste que c'est ça, on en reviendra tantôt, mais en effet, il y a peut-être quelques critiques aussi qu'on pourrait amener à ça. Là, OK. Par la suite, il y a plusieurs actions destinées aux jeunes, à leurs familles, à leurs proches et aux entourages, dans le fond, en matière de prévention, autant au niveau du décrochage, autant au niveau de la dépendance au secondaire, autant... donc, c'est vraiment en vue d'outiller un peu, c'est la famille aussi, les jeunes, Okay. d'impliquer tout le monde dans le processus. Là. Donc, il y a aussi l'axe numéro 5 qui est l'amélioration de l'accès aux soins et aux services en santé mentale. Donc là, notre gouvernement annonce plusieurs investissements pour essayer d'améliorer cet accès-là. 6e axe tournerait beaucoup plus autour de la prévention et de la mise en place d'alternatives aux hospitalisations en psychiatrie. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est créer des unités d'intervention brèves en psychiatrie pour essayer un peu de désengorger aussi. Parce qu'on sait que l'accès, des fois, c'est pas toujours aussi facile qu'on voudrait. Évident, là. C'est ça. Puis, ils veulent aussi créer une forme de traitement intensif, bref, et à domicile. Donc, ça fait un peu partie de leur plan à ce niveau-là. On verra ce qui va se faire. C'est pas tout à fait clair, puis j'imagine que ça vous a sûrement aussi titillé un peu comme point. Là. mais quand on parle de plan d'action interministériel en santé mentale, ça existe depuis longtemps, comme on disait, c'est cyclique. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter avant qu'on passe un peu. Il restait peut-être juste le 7e axe. Ouais, dans le fond, c'est ça qui tourne autour de la concertation puis l'amélioration des pratiques. Ça, on y reviendra. C'est un point sur lequel on s'est quand même penché un peu. Ouais. Puis votre analyse, en fait, comment on le perçoit? Déjà, c'est comme on disait tantôt, il y a le côté argent. Bon, souvent, il n'y en a jamais assez parce que les besoins sont très grands depuis des années. Puis il me semble que ça peut-être ça s'améliore un peu. Je ne sais pas si c'est ma perception en moi, mais qu'est-ce que vous en pensez, en fait, du plan? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui, de façon générale, est-ce qui est quand même positif dans ces... Mais il faut le voir comme un gain. C'est la première fois qu'on reconnaît quand même vraiment les organismes communautaires comme étant une forme de partenaire. Et qu'on les nomme, hein? On dirait qu'on a toujours eu peur. On dirait que c'était comme les gens honteux, entre guillemets, là, qu'on mettait de côté. Exactement. Mais c'est vrai que ça a toujours été une drôle de perception. Puis c'est rare qu'on a nommé le milieu communautaire. Hein? Mais c'est vraiment, c'est une première, du moins au niveau des plans d'action en santé mentale. Fait que là-dessus, c'est un gain, là, ça c'est indéniable. Toutefois, on peut quand même se questionner au niveau des investissements qui vont se faire dans le communautaire. Là. Parce qu'évidemment, les besoins ont toujours été grands, mais ils sont encore plus grands, je dirais, avec la pandémie et tout. Exactement. Donc finalement, oui, on améliore, mais est-ce qu'on améliore une situation qui était il y a 20 ans ou c'est la situation d'aujourd'hui qu'on va améliorer, puis est-ce qu'on y arrive? C'est un peu ça aussi. Là. Exactement, c'est ça. Quand on pense à ce plan-là, entre autres, là, il annonce 15 millions par année. Si on prend juste l'exemple de Montréal, on en reçoit 18%. Pour à peu près un quart des organismes communautaires en santé mentale. Fait que déjà là, c'est un peu étrange. Déjà, le pourcentage, je ne suis pas. Ça devrait investissement. Ça devrait être plus, là, parce que pour être au prorata du nombre d'organismes. Exactement. Puis, tu sais, ça se veut être une bonification pour pouvoir offrir plus de services, sauf qu'en moyenne, les organismes à Montréal vont recevoir 30 000 quand on regarde nos chiffres de 2018, là, notre dernier rapport au raccord qu'on avait fait sur un peu sur nos membres puis le portrait des membres, la moyenne de l'intervenant gagnait 37 500 par année. Fait que, si on met les charges sociales en plus, qui sont à peu près 15 %, mais ça revient à 40 000. Donc, il manque quand même en moyenne 10 000 $ par organisme pour pouvoir engager un intervenant, ce qui permettrait là de bonifier nos services. Et depuis toujours, on dit toujours, puis la preuve n'est plus à faire, c'est que ça coûte beaucoup moins cher les services dans les organismes communautaires pour ce que ça évite comme dépenses dans le milieu hospitalier ou autre. Là. En effet, vous pourriez me reprendre, mais de mémoire, je crois que pour chaque dollar dans le communautaire, je pense que c'est 1,67 ou dans ces eaux-là, au niveau du public, ce qui est non négligeable là, quand on parle de quelques millions. Là. Mais sinon, les autres idées des différents axes et tout ça, est-ce que votre analyse, puis évidemment, je pense que ça va probablement avoir besoin d'une analyse encore plus, même peut-être sur plus long terme pour voir si effectivement, dans les faits, est-ce que ça s'applique bien? Parce que c'est beau sur papier, mais donc c'est un peu ça. Mais est-ce que vous êtes quand même, au niveau du raccord, est-ce que vous êtes quand même... ça serait quoi les impressions, en fait, générales? Mais on est content des investissements, ça c'est clair. Ouais. Oui, il y a du travail à faire, mais c'est déjà une première. Quand on regarde, par contre, le fameux mot interministériel, on se questionne énormément là-dessus. Ouais. Oui, certains petits points, vraiment des sous-points dans les grands axes, là, où certains ministères vont être interpellés, sauf qu'on pense pas... on regarde pas... ce qu'on reproche, en fond, c'est qu'on regarde pas la santé mentale comme étant...
globale qui vient vraiment aller chercher tous les facteurs sociaux, justement, et économiques, etc. On regarde vraiment la santé mentale comme étant clinique dans ce plan-là. Ce qui, en conséquence, fait en sorte qu'on aurait espéré avoir plus d'investissement de la part d'autres ministères pour qu'on puisse essayer d'aller cibler la santé mentale vraiment comme dans les déterminants, justement, de la personne. Donc, au niveau du logement, à Montréal, on souffre d'une grosse crise du logement. Ça crée énormément de stress. Ce stress-là n'est pas nécessairement inné chez ce monde-là. Mais ça peut provoquer des réactions qui vont faire en sorte que, là, ils vont nécessiter un centre de crise, peut-être, ou ils vont avoir besoin de plus d'intervention ou de problèmes. Puis, ça ne répond pas, justement, à tous ces déterminants-là. Et quand ça a été annoncé comme ça, interministériel, c'est ce que tout le monde semblait percevoir. Dire, enfin, on va faire un lien, ça ne sera pas en silo, mais c'est pas tout à fait ça. On se disait, cool, il était temps qu'on reconnaisse que la santé mentale, qu'une partie de la prévention de la santé mentale, ça se fait justement dans qu'est-ce qui se passe dans notre société actuellement. Lorsque finalement, au final, quand on lit le plan, on se rend compte que c'est très, très, très axé sur la santé pure et dure, plus que sur les déterminants sociaux. Et depuis toujours, c'est un peu une critique du milieu, je pense, communautaire, de dire, c'est toujours d'abord le côté clinique qui, oui, les gens le renient pas que c'est important, mais comme tu dis, ça touche tellement d'autres secteurs, peut-être encore plus aujourd'hui que c'était par le passé. Exactement, puis justement un peu sur ce même filon d'idée-là, quand il parle dans l'axe 6 d'avoir, mettons, une hospitalisation en psychiatrie à la maison, cool, c'est bien beau ça, sauf que justement, le milieu de vie de la personne est un facteur de levier au rétablissement. Fait que s'ils n'ont pas un milieu de vie qui est propice, c'est quoi leur leverage, si je peux dire comme ça, perdez-moi l'anglicisme, mais c'est quoi leur leverage sur est-ce qu'ils peuvent refuser ces services-là, est-ce qu'ils peuvent se rendre en hôpital si leur maison ou leur lieu de résidence n'est pas propice à leur rétablissement? Ça, c'est un gros questionnement qu'on a, là. Donc, ça pourrait amener beaucoup de modifications, en fait, un peu dans le modèle qu'on connaît. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des milieux de vie, il y a des gens, des fois, qui vivent eux-mêmes dans leur appartement avec une certaine aide ou une certaine... Mais ça pourrait changer pas mal, peut-être, si on se fie au plan. Hein. Si on se fie à ça, oui. Mais on ne sait pas encore. Reste-t-il à voir, là? Et c'est sur plusieurs années, dans le fond, c'est 2022, 2026. Oui. Est-ce que normalement, les plans, c'est toujours... donc, en 2026, il y en aura un autre, puis ça se suit. En général, il n'y a pas... théorie, oui. Il n'y a pas à part s'il y a une exception, un trou de 5 ans, comme je pense qu'il y a peut-être déjà eu dans le passé, mais c'est ça. Idéalement, c'est d'avoir toujours une espèce de plan pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis, exactement, parce que ça donne nos grandes lignes directrices pour les prochaines années à suivre. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on va devoir suivre, mais les gens qui veulent en savoir plus, ça évolue toujours. Est-ce que, en consultant peut-être votre site web, est-ce que c'est une bonne façon de savoir un peu où est-ce qu'on en est dans le... oui, vous pouvez aller sur notre site web, là, qui est le raccordsm.org. Oui, en effet, là, on va publier justement notre rapport d'analyse complet aussi là-dessus, éventuellement, qui s'en vient. Puis sur nos réseaux sociaux aussi, là, on va publier en temps et lieu. Là, on va tenir au courant aussi notre population et tout. Ça va être à voir. Là. Oui, on suit ça. Donc, on peut rappeler peut-être l'adresse du site web. Oui, donc c'est le raccordsm.org. Donc, raccorsm.org. Merci beaucoup, Jérémy Racine, du Raccord en santé mentale, d'avoir été des nôtres. Et puis, on suit ce plan qui il y a des bons points, mais on espère que ça va améliorer la vie des gens. On croise les doigts. Effectivement, merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la crise d'adolescence. Oui. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui porte ce titre, simplement la crise d'adolescence, c'est deux personnes, c'est Carla Bugozen et Vincent Joly qui sont psychologues et psychothérapeutes. C'est sur le site internet psyenfant.fr. Et j'allais dire, c'est vieux comme le monde, mais c'est peut-être pas si vieux comme le monde, parce que l'adolescence, il me semble, ça fait pas si longtemps qu'on parle de l'adolescence. Tu sais, à l'époque, j'imagine, du Moyen-Âge, tu passais t'étais enfant, puis tu devenais adulte, d'une certaine façon. Oui. Alors qu'on s'intéresse plus à cette tranche de vie-là là, qui est quand même c'est possible que ça ait changé avec les siècles, etc. Ouais. D'après moi, c'est plus récent. Fallait vieillir plus vite, peut-être, dans ces temps-là.
Alors, l'article de Mme Carla Bugozin et Vincent Joly commence par des chiffres préoccupants. Ils nous disent il y a quelques années, près de 15 000 jeunes Français de 13 à 18 ans ont été interrogés en milieu scolaire par une équipe de l'INSERM. C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Et les résultats de cette étude nous en apprennent beaucoup sur la vie des adolescents du 21e siècle. Premier point, les ados s'interrogent fréquemment sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, tout en portant un regard souvent pessimiste sur celui-ci. 38% pensent ainsi que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Des résultats qui peuvent inquiéter, d'autant plus que dans les moments difficiles, la majorité d'entre eux privilégient l'isolement et le repli sur soi à la recherche de soutiens extérieurs. 75% des filles et 57% des garçons déclarent préférer cette solution à écouter de la musique, voir des amis ou jouer aux jeux vidéo. Cette tendance au repli peut même conduire dans une minorité de cas à des actes graves et désespérés. Chiffre extrêmement préoccupant, 7,8% des adolescents ont déjà tenté de se suicider et 9% se font souffrir assez ou très souvent, c'est-à-dire par des scarifications, soit des égratignures ou des brûlures. L'automutilation. Exactement. Ouais. La dépression concerne près de 20% des adolescentes. Autre point important, l'image que les adolescents ont de leur corps est souvent problématique. 40% des adolescents disent douter de leur image devant un miroir ou se disent tristes lorsqu'ils s'observent. Chez les filles comme chez les garçons, la partie du corps perçue le plus négativement est le ventre, suivi des cuisses, du nez et de la poitrine. Maintenant, dans un autre article peut-être un peu plus optimiste, je dirais, un article qui s'appelle « Crise d'adolescence, 10 conseils pour bien gérer ». J'ai pris ça sur le site journaldesfemmes.fr, écrit par une madame du nom de Audrey Achekian, qui est journaliste sur le journaldesfemmes.com. Elle nous dit, traditionnellement décrite comme un passage obligatoire de l'enfance vers l'âge adulte, la crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. La crise ado est avant tout un phénomène naturel. Mais si tu me permets cette parenthèse, Yvan, moi j'ai déjà entendu des spécialistes dire que la fameuse crise d'adolescence était quelque chose exagéré, c'est-à-dire que c'est pas vrai que tous les adolescents passent par là. Non, c'est pas vrai que tout le monde, mais c'est ça, quand ça arrive, ça peut être assez remarquable parce qu'effectivement, c'est un gros changement. Ouais. La métamorphose physique et psychologique de votre enfant entre 13 et 18 ans est l'un des bouleversements majeurs de l'adolescence. Les transformations morpho-psychologiques amorcées dès la puberté deviennent plus nettes et s'affirment de manière visible. Pilosité, mue de la voix pour le garçon, poitrine, hanche, pilosité aussi chez la fille. La personnalité est, elle aussi, sujette à transformation. Rebelle et extravertie ou, au contraire, effacée et repliée, la personnalité des ados conditionne des réactions différentes face à l'angoisse que peut représenter pour eux le fait de devenir adulte. Apprendre à gérer ses désirs, notamment sexuels, son émotivité et son impulsivité, mais aussi les contradictions entre une dépendance économique et affective à l'égard de la famille et la volonté de s'en émanciper, constituent autant d'épreuves inconscientes auxquelles les adolescents n'apportent pas tous la même réponse. Alors, comment réagir face à un adolescent un peu rebelle? Madame Françoise Rougeul, qui est psychanalyste, et Pierre Dalla Palma, auteur du livre « Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs ». C'est assez long à écrire. Ça fait peur. Aux éditions Les Liens qui libèrent, nous en parle. Alors, le premier conseil qu'on nous donne, c'est de fixer des limites claires. Les adolescents ont besoin de faire réagir leurs parents pour leur faire partager leurs moments difficiles, mais aussi pour les enquiquiner.
En les provoquant, il vérifie qu'ils tiennent encore vraiment à lui. En fait, il attend de ses parents une sorte d'accusé de réception de ses excès et provocations. Mais votre enfant a-t-il pour autant le droit de sortir tard le soir ou de claquer la porte de sa chambre? C'est à vous de définir les paroles et les actes qui vous paraissent inacceptables. Le livre nous dit « Réagissez quand ça en vaut la peine. Votre ado saura ainsi où est la ligne rouge. » D'accord avec ça? Oui, mais c'est pas toujours facile parce que il y a toutes sortes de types. Tu sais, c'est pas un type d'adolescent. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit? Ça, c'est l'autre question. Oui. Deuxième conseil, relativiser. De la même façon qu'un bébé explore le monde qui l'entoure en suçotant ses jouets, ou en touchant tout ce qu'il trouve, un adolescent a besoin de tester ses limites, quitte à jouer le casse-cou et s'opposer systématiquement à ses parents. Les familles s'inquiètent souvent pour leur enfant et posent des interdits en conséquence, soit ne pas fumer, ne pas boire, ne pas rentrer après minuit, etc. Mais je m'arrête ici, Yvan, si tu me donnes la permission. Ah oui, certain. T'es pas un ado, fait que, même si t'en étais un. Oui, je reviendrai plus tard avec. Exactement, merci. À venir dans l'émission, Catherine Stassin, notre collaboratrice, nous présente sa chronique sur l'éco-anxiété. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La crise d'adolescence ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'accueille maintenant notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui à distance, mais c'est toujours aussi intéressant, une chronique que tu nous amènes cette semaine sur l'éco-anxiété. L'éco-anxiété et plus particulièrement l'éco-anxiété chez les jeunes. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué Yvan, mais il ne passe pas une journée sans qu'on entende à la radio ou en ligne, qu'on puisse lire un sujet sur les changements climatiques. Oui, beaucoup Oui, plus qu'avant, définitivement, oui, voilà. c'est très, très présent. Voilà, il y a juste titre. On ne peut pas passer donc une journée ou un moment sans qu'on entende parler de la diminution de la biodiversité ou des épisodes de météo violents, des inondations, des sécheresses, que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde. On est vraiment entouré par ce discours, on va dire, et les scientifiques nous annoncent quand même une catastrophe environnementale pour la planète Terre. Oui, et on se demande si effectivement il y en a plus qu'avant, mais on se demande est-ce qu'avant il y avait quand même des problèmes, c'est juste que le message n'était pas présent dans les médias alors qu'il l'est beaucoup maintenant. Hein. Il l'est beaucoup, et ça c'est vrai que ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser également, mais ce qui se passe maintenant, c'est que une étude a fait vraiment un constat, c'est que les jeunes, eux, ils peuvent pas faire non plus autrement qu'entendre ces avertissements, et chez un Canadien sur deux, même un peu plus, c'est 60%, il y a de l'éco-anxiété. Alors on peut se dire, oui, mais dans le fond, mais pourquoi il y a plus d'éco-anxiété chez les jeunes que chez les adultes? Eh bien, c'est que, bon, évidemment, on parle de leur avenir. Quand on est moins jeune, on a un peu moins d'avenir devant soi, non? Et puis, les jeunes, ils ont encore toute leur vie devant eux, la majeure partie de leur vie devant eux, et donc c'est quand même beaucoup plus logique qu'ils se sentent plus concernés et aussi qu'ils la vivent de plus près, cette éco-anxiété. Donc, c'est quelque chose qui est caractéristique des jeunes de 18 à 29 ans, on va dire. Et on a l'impression que cette génération-là est plus conscientisée par rapport à ces questions-là. Quoique dans les années 70, pour les plus vieux, on parlait beaucoup de pollution, on parlait beaucoup mais c'était pas le même sorte de message, alors qu'aujourd'hui, il y a comme un message plus envahissant, là. C'est ça, je pense qu'à cette époque-là, et c'est vraiment un avis personnel, il n'y avait pas une dimension que ça touche plus loin notre futur, ou en tout cas que ça mette en cause le bon fonctionnement de la planète, le bon fonctionnement naturel de la planète.
comme donc les mouvements météo, les mouvements marins. On ne pensait pas que ça causerait non plus un dégel de certaines parties de la Terre, etc. Je crois qu'on pensait à une autre échelle. Mais donc maintenant, on se trouve devant ce phénomène d'éco-anxiété chez les jeunes et ils pourraient se dire, mais dans le fond, comment est-ce que je peux savoir si je suis éco-anxieux ou pas? Oui, oui. Comment je peux savoir? En fait, il s'agit d'un sentiment d'anxiété, comme on peut avoir de l'anxiété pour d'autres causes, évidemment, sauf que là, on va être préoccupé par les changements climatiques et leurs conséquences. La différence, c'est qu'ici, on va avoir une sensation vraiment de perte de confiance dans notre capacité d'aller lutter contre ces changements climatiques. Donc on va faire de l'insomnie ou des attaques de panique, on peut être très triste ou très en colère, on peut avoir des pensées obsessives aussi. Donc continuellement le matin on pense qu'à ça, le soir on pense qu'à ça en se couchant, c'est à cause du stress. Il y a un véritable sentiment d'impuissance, de culpabilité aussi, parce qu'on se dit mais on ne peut rien y faire, et face aussi à l'inaction des décideurs politiques et économiques. On voit qu'ils parlent beaucoup, mais que prendre une décision évidemment qui engage l'entièreté des décideurs de la planète, c'est quasi impossible d'obtenir cela. Et en même temps, on a l'impression, Catherine, que ça va prendre beaucoup parce que, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant le début de la pandémie, les gens ne circulaient pas, à peu près pas, les vols avaient été pas mal tous arrêtés à travers la planète, etc. Puis toute cette période-là, ils ont dit, oui, il y a eu des progrès au niveau justement, il y avait beaucoup moins de toutes sortes de problématiques à cause de ça, mais imagine tous les sacrifices qu'on a dû faire pour gagner un petit peu en amélioration là, au niveau de l'écologie et tout ça. Donc, des fois, ça devient décourageant. Tu dis, qu'est-ce que ça va prendre pour vraiment renverser la vapeur? C'est peut-être ça qui cause aussi un problème, là. Oui, c'est sûr qu'on se rend compte que ça prend autant d'efforts qu'on a pu faire de dégâts aussi. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est gigantesque et c'est à une échelle qui est un petit peu décourageante. Mais bon, justement, on peut se poser la question, en tout cas les gens qui ont ce problème-là peuvent se poser aussi la question, mais dans le fond, comment je peux prendre en main mon éco-anxiété? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre cette éco-anxiété en main et fonctionner et aller de l'avant? Alors, on a une solution dont parle une psychologue qui est de l'UQAM, Dr Popescu, et elle dit, bon, c'est sûr qu'on peut retourner dans le bois, vivre en autarcie. C'est ce qu'on a fait en effet pendant le confinement un petit peu. Essayer de ne pas trop consommer, de ne pas surconsommer et de faire attention justement, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça nuit ou pas? On avait tout ce temps-là aussi pour penser à ça. Le problème, c'est que quand on fait un repli sur soi comme ça, on rumine énormément. Et ruminer, ça empire les choses en matière d'anxiété. Donc, il y a une autre solution. L'autre solution, c'est utiliser cette énergie, cette éco-anxiété, comme un moteur pour agir. Alors, on peut agir tout seul. Il y a des gens qui sont bien avec ça, pas de problème. Ou on peut aussi agir en groupe. Et c'est sûr que là, on a une stimulation par le groupe, on s'engage dans un groupe qui va lutter contre les changements climatiques. Et là, on peut vraiment citer au Québec, on est très très gâtés. On a aussi bien pour les jeunes, par exemple, une coalition, un mouvement qui s'appelle SAEV. SAEV avec un C, et il y aura toutes les références sur notre site, évidemment. C'est une coalition étudiante qui lutte contre les changements climatiques. Donc, vraiment, il y a moyen de s'impliquer comme étudiant. Et attention, ce sont les étudiants du secondaire à l'université, jusqu'à l'université. Donc, vraiment, énormément de personnes jeunes touchées par l'éco-anxiété pourraient s'engager dans ce mouvement SAEV. Il y a aussi des collectifs citoyens bénévoles qui veulent un petit peu forcer le gouvernement québécois à répondre à cette urgence, dont quelque chose d'assez connu s'appelle la planète s'invite. On en a entendu parler pendant justement la pandémie, et on peut parler aussi de l'association québécoise Zéro Déchet, Équiterre, le Jour de la Terre a fait parler de lui un petit peu, cet événement. Également, on a Greenpeace Canada, bien entendu, la Fondation David Suzuki. Je peux en citer encore et encore, on va le mettre sur le site. Ouais. Il y a moyen que chacun puisse aller trouver, dans le fond, quelque chose qui va lui permettre de prendre en main
son éco-anxiété en agissant. Et c'est difficile pour les gens parce qu'on a aussi l'impression que c'est planétaire. Alors, on peut faire beaucoup d'actions ici, mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas rendus là. Puis, veut pas, je lisais que c'est pas qu'on n'a pas d'amélioration à faire ici au Québec ou au Canada, mais on représente très peu dans la problématique à ce niveau-là mondial. Donc, par quel bout prendre ça? C'est peut-être ça qui crée aussi... Oui, on représente peu, c'est sûr, mais c'est comme ça qu'on construit de grandes choses. Je pense qu'il faut rester optimiste à ce niveau-là et que si chacun d'entre nous, ou je ne veux pas inciter les gens dans ce sens-là, je veux dire chacun est libre de faire comme il veut, mais si on modifie des habitudes au quotidien, en plus de s'engager pour les gens qui veulent s'engager, on peut très bien faire sa toute petite part en matière de transport, tout simplement en matière de nourriture. Est-ce que j'achète local? Est-ce que c'est une salade qui vient de Californie et qui a fait 6000 km en camion? Est-ce que dans le fond, si je veux faire construire une maison, je peux faire attention de faire construire ma maison par un constructeur éco-responsable? Donc il y a énormément de moyens, ne fût-ce qu'aussi par le choix de ses vêtements. Tiens, est-ce que c'est des vêtements que j'ai achetés en seconde main ou des vêtements que j'avais déjà? Je me suis dit, tiens, ils peuvent avoir une deuxième vie, je vais leur donner un petit look plus funky par moi-même, etc. Donc, les gens peuvent trouver des manières à leur échelle. Maintenant, à un moment donné, quand on sent que ça prend trop d'ampleur, il y a des solutions. Et ça, c'est important, Yvan. Oui. À un moment donné, on sent que quand même cette éco-anxiété prend trop de place dans notre vie. Il faut faire quelque chose. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord, évidemment, le classique, c'est la thérapie. Dans ce cas-ci, là, la docteure Popescu, elle préconisait plutôt une thérapie cognitive qui va aider les personnes à se baser sur des faits, à dire, voilà, il se passe ça avec autant de chiffres, voilà ce qui peut changer, etc. Donc ça va faire progresser plus facilement les gens en thérapie cognitive. Et puis, on a aussi des groupes de soutien pour les éco-anxieux. Et oui, ça existe. Tu me l'apprends, en fait. J'aurais jamais cru que ça allait jusqu'à ce point-là. C'est vraiment un sujet que tu nous amènes qui me jette à terre aujourd'hui. Bon, alors je vais te dire, Yves, j'en ai trouvé un sur Montréal. D'accord? Oui. J'en ai trouvé un qui est dans une clinique bien précise, et je mettrai les liens donc pour les gens qui nous écoutent. Il s'agit d'un groupe de soutien pour les individus éco-anxieux. Et c'est un professeur, un docteur en psychologie de l'université McGill qui organise ça. Donc quand même, il sait ce qu'il fait, d'accord? Donc on peut se fier à cela si on est vraiment préoccupé, qu'on veut rejoindre un groupe plutôt qu'une thérapie individuelle. Ça, ce sont les deux solutions. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste ce qu'on peut faire, c'est agir à notre échelle. Oui. Et évidemment, comme je disais, allez consulter si cette éco-anxiété prend trop de place dans votre vie. C'est sûr que dans le fond, les gens autour de vous, ils vont vous le faire sentir si ça prend un peu trop de place, que ça ne devient pas quelque chose de positif pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait vous mobiliser pour faire des progrès dans ce sens-là. Donc, écoutez peut-être votre entourage et peut-être, Catherine, de limiter notre consommation d'informations. Tu sais, c'est pas qu'on veut éviter le sujet, là, mais déjà, si on est éco-anxieux, peut-être, comme tu disais, c'est tellement omniprésent que peut-être faudrait limiter un peu la consommation de lecture. Ou, Moi, je n'oserais pas donner un conseil aussi précis, mais je comprends parce que je l'applique moi-même, en effet, pour l'actualité qui est un peu trop brutale, etc., oui. En dehors de l'éco-anxiété. Mais ça, c'est vraiment à chacun de voir. Il y a des personnes qui auront quand même besoin de ce contact continu avec l'actualité sur les changements climatiques. Ça, c'est quelque chose à voir avec le thérapeute, avec le groupe de soutien ou par nous-mêmes. Tiens, ça me fait du bien de couper la radio, de ne pas entendre tout ça. Parfait. Alors, c'est vous qui le décidez, d'accord? C'est sûr que moi-même, moi-même, je ne peux pas donner un conseil comme ça, mais pourquoi pas, à chacun de voir. Avant de terminer, on va mentionner qu'on va mettre plusieurs informations, des liens, tout ça sur notre site web là, de Folie Douce, qui est antenne.qc.ca. Dans la section mentionnée à Folie Douce, sous ta chronique, donc éco-anxiété, il y aura différents liens qu'on va mettre pour les auditeurs. C'est très... Il y a même un podcast. Oui, exactement. On va tout mettre ça en ligne. Merci beaucoup, Catherine Stassen, d'avoir été des nôtres. C'est un bon sujet, puis c'est un sujet qui m'étonne, honnêtement. Là.
l'éco-anxiété, c'est quand même intéressant d'en apprendre plus sur le sujet. Merci beaucoup de ta présence encore une fois cette semaine. Merci, ça me fait plaisir, Yvan. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie Douce. Qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale? Nous poursuivons maintenant avec l'espresso allongé et le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, la crise d'adolescence. Oui, c'est un article que j'avais commencé tantôt qui s'appelle « Crise d'adolescence, 10 conseils pour bien gérer », écrit par Mme Audrey Achekian, qui est journaliste au Journal des femmes, sur le site justement journaldesfemmes.fr. Donc, j'étais rendu à débuter le 3e conseil. On nous dit l'écouter tout en restant ferme. Vous avez interdit à votre ado de sortir et depuis, il vous mène la vie dure. Sachez rester ferme. Il est nécessaire d'interdire certains comportements et de s'y tenir malgré les sautes d'humeur et l'aigreur de défendre une position de façon ferme et cohérente, quitte à passer pour un dinosaure. Toutefois, rester ferme ne signifie pas rester hermétique. Ceci ne doit pas vous empêcher d'être à l'écoute de votre enfant. D'après le livre dont je te parlais tantôt, écouter ses arguments ne signifie pas nécessairement dire oui. Puis ce qui est difficile, tu sais, tantôt tu posais une question, mais ce qui est difficile, c'est de dire parce que l'adolescent est presque un adulte. Fait que c'est ça qui est embêtant de dire, je peux pas non plus tout interdire. Faut que le jeune commence à s'émanciper, à devenir un adulte. Fait que c'est ça qui est des fois un peu difficile à comprendre pour les parents. Oui, c'est jamais... Où s'arrêter. Ouais. 4e conseil, renoncer. Évidemment, c'est des conseils qu'on donne aux parents ici. Oui, bien sûr. Renoncer à être parfait. Bien gérer la crise d'adolescence, c'est aussi reconnaître qu'on a le droit d'être démuni, de ne pas avoir la conduite juste. Madame Françoise Rougeol nous rassure. Elle nous dit « Être des parents parfaits, c'est presque impossible à faire. Ce serait même dramatique. Si vous avez une image claire et préconçue de ce qu'est votre rôle, alors vous serez trop strict et en dehors des réalités. Les parents font des erreurs d'adaptation et dans ce cas, mieux vaut l'avouer à votre ado. On peut très bien lui dire « Écoute, on fait ce qu'on peut, on ne comprend pas tout, mais on essaie. » 5e conseil, respecter son intimité. S'il est clair que les parents doivent énoncer des règles claires, il ne faut pas non plus en faire trop en essayant de régenter tous ses actes et propos. Au risque de s'exposer à coup sûr à une rébellion explosive, nous met en garde le livre « Manuel de survie ». Certains sujets, notamment l'amour et la sexualité, sont délicats. Votre adolescent a le droit au respect de son intimité. Pensez-y avant de lui faire des remarques sur son petit ami ou de lui prendre de force un rendez-vous chez le gynécologue. Là, on s'adresse plus à des filles, évidemment, mais ça serait assez rough, je pense, c'est sûr. De faire ces choses-là. 6e conseil, accepter d'avoir le mauvais rôle. Les adolescents prennent parfois un malin plaisir à se moquer de leurs parents, à souligner leurs défauts ou leurs moindres erreurs. Des remarques difficiles à accepter de la part de celui ou celle qui vous disait il y a encore peu de temps « Tu es la plus belle maman du monde ». Mais les choses ont changé et c'est tant mieux. Accepter de ne pas être à la mode et de ne pas partager ses opinions, c'est bon pour lui. Les adolescents tiennent à se singulariser et ont la critique facile. Vous n'êtes pas de sa génération. Il a besoin de l'entendre et de le sentir. 7e conseil, lui montrer votre amour. Les adolescents traversent une période difficile et ont besoin de votre attention et de votre soutien. Même si votre enfant a fait une grosse bêtise, ne le réduisez pas à son acte. Un jeune qui agit de façon détestable doit être sanctionné, mais surtout pas banni. Une fin de non-recevoir côté cœur et dialogue constituerait une sérieuse erreur. Oui, c'est sûr. 8e conseil, se rappeler que c'est une passade. Pour 80% des ados, la crise d'adolescence se passe bien. Seuls 20% sont en danger, d'après Françoise Rougeol. Gardez en mémoire que cette phase va se résoudre rapidement et n'imaginez pas le pire. Toutefois, si votre enfant cumule plusieurs symptômes, dont par exemple l'échec scolaire,
la tristesse, le repli sur soi, il est important de consulter des professionnels afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. 9e conseil, l'aider à trouver son équilibre dans une famille recomposée. Qu'en est-il de la crise d'adolescence dans une famille recomposée? Là, tu vois que ça se complique. Oui, ça se complexifie, c'est sûr. Ça se complique pour tout le monde. Pour Mme Françoise Rougeol, elle est plus complexe car à la crise normale se rajoute un problème de place perdue, comme par exemple quand un aîné se retrouve cadet dans la famille recomposée. En général, on constate quand même que si les parents ont trouvé un équilibre affectif, les enfants s'adaptent et vont bien. Mais si l'un des parents refait sa vie et pas l'autre, ou si la séparation du couple n'est pas acceptée, il y a de fortes chances pour que l'adolescent soit pris en otage dans le conflit entre les ex-conjoints. Lorsqu'un adolescent est en crise avec son beau-père ou sa belle-mère, il convient de vérifier que l'autre parent ne dise pas de mal de cette personne. Plus généralement, si le couple conjugal est détruit, les parents se doivent de construire un couple parental qui respecte la loyauté que les enfants éprouvent par rapport à leur père et à leur mère. Demander à un ado de prendre parti pour l'un, donc de choisir entre son père et sa mère, c'est le mettre dans un conflit de loyauté qui ne peut que lui faire du mal. Ah, tout à fait, c'est sûr. 10e et dernier conseil, rester patient et cohérent. L'adolescent est expert en demandes contradictoires. Il faut s'occuper de lui sans le surveiller, le comprendre, mais respecter son mystère. C'est une mission impossible. D'ailleurs, si les parents étaient parfaits, l'ado ne risquerait-il pas d'être prisonnier d'une famille paradisiaque qu'il n'aurait aucune envie de quitter? Je vais m'arrêter ici, Yvan. Je donne le titre de l'article, c'était « Crise d'adolescence, 10 conseils pour bien gérer ». Merci beaucoup, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde. Eh bien, bienvenue, mon cher. Ainsi que pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé de la crise d'adolescence. Alors, un sujet toujours d'actualité, plus que jamais, je dirais même. Je remercie notre invité en début d'émission, Jérémy Racine du Raccord, qui nous a mieux fait connaître le plan d'action interministérielle en santé mentale. Notre collaboratrice Catherine Stassin était des nôtres. Elle nous a présenté sa chronique sur l'éco-anxiété. C'est donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.